Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de Sciences et Avenir, de retour pour un nouveau direct où on va discuter cerveau avec notre invitée du jour, une neuroscientifique. Bonjour Anna Bayeler. Bonjour, merci de Bienvenue me pour recevoir. Bienvenue, on est ravis de faire ce direct avec vous. Alors avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots de présentation, de représentation de cette chaîne et de cette rédaction qui est celle de Sciences et Avenir la Recherche. Vous savez, on est un magazine scientifique mensuel, déjà très ancien, puisque Sciences et Avenir, ça a été créé en 1947. Aujourd'hui, c'est à la fois un magazine mensuel qui s'appelle Sciences et Avenir la Recherche. J'ai le dernier numéro, là, qui fait sa une sur la première seconde de l'univers. C'est aussi un hors-série thématique. Le dernier numéro, c'est sur la météo et le climat. L'entièreté du magazine est consacrée à ce thème. Et puis, on a le trimestriel, la recherche, le dernier numéro, qui est un gros succès en kiosque et en librairie sur l'intelligence artificielle. Mais Sciences et Avenir, c'est aussi depuis 12 ans, 15 ans, un site web quotidien qui raconte tous les jours l'actualité des sciences et des labos. On a des podcasts, on a des vidéos et on a cette chaîne Twitch qui existe depuis 2 ans à peu près, 2-3 ans, et l'entièreté de nos directs sont à voir sur le site web, comme le sera ce direct avec Anna Bayeler qu'on pourra revoir sur le site web de Sciences et Avenir. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, je suis à Paris, vous êtes à Bordeaux. Voilà. Vous êtes, je le disais, neuroscientifique, chargé de recherche INSERM, chef de l'équipe circuits neuronaux de l'anxiété au neurocentre Magendie de Bordeaux. C'est exact. Puis, tout récemment, assez récemment, votre équipe a été primée, a reçu le prix Impulscience. C'était il y a combien de temps ça? C'était cette année, l'année passée? Alors, c'était l'année passée, la cérémonie officielle était en novembre. Donc, on était 7 lauréats par une soirée voilà, officielle avec tous les directeurs du CNRS, de l'INSERM. C'était assez impressionnant et un public de plus de 200 personnes qui étaient présents. Alors, c'est un prix qui est délivré par la Fondation Bettencourt, et c'est une façon alors non pas de mettre le pied à l'étrier, puisque vous êtes déjà au cœur de recherches dont on va parler, mais c'est pour favoriser le déroulement de ces recherches, parce que c'est une façon aussi en creux de montrer que c'est difficile de faire de la science, hein, ça coûte des sous, et il faut pouvoir tenir des budgets, monter des équipes. Oui, absolument. La recherche de financement fait partie intégrante de notre travail et représente, je dirais, au moins 25% de notre activité. Donc effectivement, quand on peut obtenir un financement sur un terme un peu plus long, donc là, le financement Impulscience couvre 5 années. Donc ça, déjà, rien que la durée est assez intéressante et le montant, en l'occurrence, est très intéressant aussi. Donc là, ça va me permettre de passer un peu moins de temps sur la recherche de financement et un peu plus de temps sur la recherche et peut-être faire un peu d'expérience aussi, ce qui a été difficile sur les dernières années, même si j'ai réussi à en faire un petit peu. Et ça vous permet de financer des thèses, par exemple Alors voilà, donc en termes de ressources humaines, là, j'ai 2 assistants ou assistantes de recherche, un ou une doctorante et 2 postdoctorants ou postdoctorantes qui rejoindront l'équipe. Donc certains sont déjà présents, voilà, pour réaliser le projet que j'ai soumis. Alors, on va parler de l'anxiété. Alors, on a des internautes qui nous regardent. Bonjour à Enaël Enchantresse qui nous fait un coucou. Évidemment, l'idée, c'est qu'on n'est pas juste à discuter là tous les deux, hein. Vos questions sont les bienvenues et on les prendra au fur et à mesure de ce direct consacré. Alors, on va parler cerveau, hein. Alors, on a un beau cerveau en fond d'écran. Moi, j'ai un de mes totems là, qui est le cerveau qu'on voyait dans un vieux dessin animé vintage. S'il y en a un parmi vous qui sait de quoi il s'agit, vous pouvez le mettre en commentaire. On va parler du cerveau et on va parler de ce qui se passe dans le cerveau en cas d'anxiété. Alors l'anxiété, c'est un mot de la vie de tous les jours, hein, finalement.
euh, O mais qui a une acception scientifique aussi. Comment vous le définiriez, l'anxiété? Alors oui, l'anxiété, c'est, une réponse, comportementale et physiologique, donc une réaction à l'intérieur de notre corps et à l'extérieur, donc les comportements qu'on va avoir. On pourrait dire une réaction émotionnelle à l'anticipation, d'un danger. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle est différente de la peur, parce que la peur est une réponse à un danger qui est présent, alors que l'anxiété, c'est vraiment l'anticipation de ce danger. Et donc, il y a un concept qui est très intéressant et important quand on étudie l'anxiété, c'est que ces 2 phénomènes, la peur et l'anxiété, sont essentiels pour notre survie et notre bien-être, parce qu'aujourd'hui, on risque moins notre vie au quotidien, mais pour d'autres espèces, c'est vraiment essentiel, à la survie. Donc c'est vraiment un mécanisme naturel, de défense. Ouais, c'est pas une fin en soi ou un espoir que de se dire il faudrait abolir l'anxiété ou abolir la peur. Ah Ça oui, me non, fait penser ça serait très dangereux. on a beaucoup écrit sur la douleur, par exemple, et il Oui. y, a- il y a des cas extrêmement rares de personnes qui ressentent pas la douleur, et ce sont des gens qui se mettent en danger. Absolument. Donc c'est dans la même façon que pour la douleur, c'est des mécanismes sélectionnés par, l'évolution sur des millénaires et qui sont essentiels, à notre survie. Même aujourd'hui Absolument. où on n'est plus à la merci d'un mammouth. Voilà, mais il y a d'autres dangers, donc ça peut être, au quotidien, juste, simplement traverser la route. C'est-à-dire que si on n'avait, pas d'anxiété, voilà, on traverserait sans regarder et donc ça, c'est un élément vraiment de survie qui existe au quotidien. Et après, il y a des anxiétés un petit peu plus, cognitives avec, des enjeux sociaux, où on doit faire une présentation devant un groupe d'individus. Donc là, on va anticiper, un potentiel rejet par le groupe et donc ça peut également, générer de l'anxiété et donc ça, c'est des réponses naturelles qui vont, booster un petit peu notre niveau d'alerte et notre préparation à l'événement, mais ça peut devenir pathologique. Donc dans cet exemple, précis, il y a des personnes qui sont pas capables de prendre la parole en public et donc il y a d'autres, types d'anxiété. Donc ça serait plus, une anxiété sociale ou une phobie spécifique de la prise de parole. Mais il y a différents types, d'anxiété, de troubles d'anxiété. Donc ça, ces maladies anxieuses, c'est quand il y a un dérèglement, de l'anxiété et qu'elle devient un handicap. Donc ça peut arriver aussi. Donc dans la majorité des cas, l'anxiété est saine et nous aide au quotidien, mais elle peut devenir, une maladie et malheureusement, ça touche beaucoup de personnes. Ça se chiffre justement? Alors c'est très complexe de chiffrer ça, p déjà parce que tout le monde ne va pas forcément chercher de l'aide, quand ça leur arrive. Mais il y a des estimations qui montrent que, environ 1 personne sur 6, aujourd'hui adultes, souffre de troubles anxieux et à l'échelle d'une vie, on est à plus d'une personne sur 4, donc plus de Vous parlez de 25%. la France ou les pays occidentaux? Enfin, Alors là, c'est des estimations, au niveau international, mais les études sont principalement faites, sur l'Europe et les États-Unis. Voilà, donc c'est des estimations sur cette base-là et puis effectivement, il y a une composante culturelle extrêmement importante où il y a des pays où, il est plus facile d'aller, chercher de l'aide que d'autres et puis il y a évidemment un biais aussi, de genre, où il est plus «acceptable» entre guillemets pour, une femme d'aller chercher de l'aide, si elle ressent, une anxiété, pathologique, que pour un homme. Donc, on a en fait une prévalence, une forte différence de prévalence donc, pour la prévalence annuelle, on a environ 21 des femmes, qui vont souffrir, d'anxiété, enfin qui ont un diagnostic, de troubles anxieux et on va avoir uniquement 14 des hommes. Mais on ne sait pas en fait si cette différence, elle est, uniquement ou partiellement, due à une différence, biologique ou, sociétale. Donc ce qui aussi, amène l'avantage d'avoir des modèles, animaux où ces constructions sociales, n'existent pas et on peut étudier s'il y a des différences de genre. alors Donc là, du coup bon, des dimorphismes sexuels plutôt que de genre, parce que le genre est également une construction, sociale. mhm. Est-ce que sur la question du diagnostic, puisque comme le terme d'anxiété, il est dans la vie de tous les jours, il est usuellement utilisé, il y a des moments où, alors il y a Gray 2000 qui nous dit c'est vrai que le biais de genre me semble probable. On pourra y revenir, mais il y a des
des outils diagnostiques qui sont carrés, qui sont bien déterminés pour déterminer qu'une personne n'est plus dans la situation d'anxiété classique parce qu'on a un examen, parce que Mmh. on a peur de rater son train, etc., mais à verser dans une forme de souffrance pathologique. Il y a des tests Alors vraiment en bonne et due oui. forme. Alors oui, il y a des tests et il y a des critères en fait et des symptômes qui sont évalués, par des psychiatres ou des psychologues. Donc il y a une liste de symptômes. Le 1er, le symptôme principal étant une inquiétude excessive en absence de danger, ou d'événements, stressants à venir. C'est-à-dire qu'il y a rien, potentiellement qui peut mettre en danger la personne, mais il y a toujours cette inquiétude, permanente et excessive. Et il y a d'autres symptômes comme la fatigue, l'irritabilité ou des troubles de concentration, des troubles du sommeil également. Et également, il y a des études récentes qui ont montré que les personnes, qui souffrent de maladies anxieuses ont une tendance à associer une valeur négative, une valence négative à des émotions, qui sont neutres, qui sont évaluées comme neutres par la majorité des individus sains. Donc voilà, donc il y a tous ces symptômes, qui sont répertoriés et donc il faut en avoir au moins 3 et une persistance de au moins 6 mois. Donc en fait, ce qui est particulier avec, l'anxiété, c'est vraiment cette dimension chronique. Quand on compare, par exemple, avec la dépression, donc il y a d'autres symptômes et dans ce cas, il faut que les symptômes soient présents pour un minimum de 2 semaines pour avoir un diagnostic. Donc l'anxiété, il y a vraiment cet aspect, chronique et pesant sur le long terme, qui va amener au diagnostic et en plus, en parallèle de l'analyse de ces symptômes, il y a aussi des tests, personnels comme, la STAI, enfin bon, je ne vais pas vous donner des acronymes techniques, mais en fait, il y a des tests, qui sont validés et utilisés par des psychologues où on a vraiment des chiffres et on peut, classer en fait le niveau d'anxiété des individus. Ouais, parce que notre internaute Grey 2000 met l'accent sur le risque de confusion qu'il peut y avoir entre différents sentiments négatifs comme la déprime, l'angoisse, l'anxiété. C'est difficile d'établir des frontières bien nettes quoi, entre ces différents états physiologiques. Ouais, absolument et c'est vraiment, important de voir que c'est un gradient. C'est-à-dire que c'est difficile de dire à partir de quel moment donc c'est un seuil un petit peu arbitraire de 6 mois que, la pratique clinique a défini comme, étant le seuil pour dire que ça devient, pathologique. Voilà et Alors, Anna Beyeler, il faut dire que vous n'êtes pas, comment dirais-je, docteur en absolument. médecine, hein. Vous êtes à l'INSERM, vous êtes biologiste, neuroscientifique, mais en travailler sur l'anxiété, ça ne sort pas d'un chapeau, si je puis dire. C'est un cheminement intellectuel chez vous. Enfin, il s'est passé, il y a quelque chose qui vous a mis sur ce chemin-là, ou c'est l'étude du cerveau et la cartographie qu'on fait du cerveau qui fait qu'à un moment donné, on se dit tiens, il se passe des trucs dans cette zone-là, c'est lié à l'anxiété, je vais me concentrer là-dessus. Comment ça s'est passé dans votre cheminement intellectuel? Alors, c'était principalement un intérêt, pour, le cerveau et ses dysfonctionnements, donc les maladies psychiatriques de façon plus générale quand j'étais, disons adolescente et que j'ai commencé mes études de biologie et un peu cette conviction qu'il y avait des facteurs biologiques sous-jacents qui sont pas forcément identifiés et en particulier quand j'étais, plus jeune, l'addiction, par exemple, était vraiment vue comme une faiblesse, plutôt qu'une maladie et pareil pour la dépression et l'anxiété et donc voilà, l'idée que c'est une maladie qu'on pourrait traiter comme, des maladies cardiovasculaires a vraiment été, une motivation et puis, il y a eu effectivement au moment de choisir les études supérieures, une orientation possible vers la médecine ou vers la biologie et je crois que j'étais vraiment, intéressée par la compréhension de ces mécanismes donc qui contrôlent les comportements sains et potentiellement, pathologiques. Donc ça a été un peu ça qui m'a guidée et puis après pourquoi l'anxiété? C'est parce que c'est la maladie psychiatrique, enfin la catégorie de maladie psychiatrique avec la plus forte prévalence. Donc c'est ce qui touche le plus de monde et étrangement, il y a moins de recherches et moins de soutien, de financement à la recherche pour étudier l'anxiété en comparaison avec la dépression ou l'addiction, par exemple. C'est vrai que sur l'anxiété, on peut entendre beaucoup des commentaires qui consistent à dire mais non, faut te secouer, Voilà. faut te bouger, c'est un problème de motivation, etc. Et là, vous dites non, il faut regarder ça sous le prisme de la maladie.
Voilà, exactement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des modifications comportementales ou de l'environnement. On sait d'avoir une activité physique, avoir une alimentation saine sont des facteurs qui vont protéger contre le développement de ces maladies. Mais voilà, il y a d'autres facteurs de risque qui vont imposer des modifications biologiques qui peuvent déclencher ces maladies. Donc, c'est pas suffisant de dire à quelqu'un va prendre l'air. Donc, parce que s'il y a eu déjà des altérations et qui peuvent aussi être développementales ou génétiques qui vont induire cet état qui n'est pas contrôlable voilà, à court terme. Et voilà, donc, en plus, comme je disais, donc c'est une maladie chronique, mais aussi pour pouvoir instaurer des modifications, ça prend aussi beaucoup de temps. Donc les thérapies prennent du temps aussi à avoir des effets. Et malheureusement, en fait, l'arrêt des thérapies, dans quasiment, tous les cas, enfin, ouais, le patient revient à l'état, pathologique. Alors, il y a l'anxiété pathologique, il y a aussi, vous avez commencé en l'expliquant, l'anxiété normale. On ressent tous les humains ressentent des niveaux normaux d'anxiété. Alors, l'humain étant un animal comme les autres, ça veut dire que tous les êtres vivants peuvent être anxieux ou simplement une certaine catégorie d'entre eux Alors, oui, je serai un petit peu plus, spécifique. Donc, restrictive, voilà, tout restrictive. le monde végétal, je pense pas qu'il y ait d'anxiété. Dans le monde animal, ça a pas été étudié de façon exhaustive. Donc, je dirais que chez les mammifères, la plupart des mammifères qui ont été, étudiés, expriment cette capacité d'anticiper un danger, donc la capacité de ressentir de l'anxiété. Et après, il y a certaines études chez d'autres animaux, comme par exemple chez l'écrevisse, qui suggèrent que l'anxiété peut également exister. Donc, c'est l'adaptation du comportement aux traces d'un prédateur, par exemple, ou la potentielle présence d'un prédateur. Donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose de très diffus dans le règne animal. Et après, ça n'a pas été étudié dans toutes les espèces, mais voilà, je pense qu'il y a des mécanismes proches, en tout cas, dans ces différentes espèces pour protéger les animaux. On va prendre la question d'Anaël Enchantresse, mais juste avant, pour continuer un peu là sur cette perspective, à propos des animaux, vous parliez de l'écrevisse. C'est un modèle animal qui peut être un peu intriguant. Pourquoi on est allé voir du côté de l'écrevisse? Bah, parce qu'il y a des biologistes qui étudient toutes sortes d'espèces et c'est très intéressant aussi de voir que certaines espèces très différentes au niveau anatomique, par exemple, on parle beaucoup du poulpe qui est Ouais. un invertébré et pourtant a des capacités cognitives très complexes. Et Hmm. donc, on essaye de voir dans différentes espèces comment des mécanismes neuronaux, donc comment des cellules nerveuses connectées de façon complètement différente, arrivent au même résultat comportemental, donc à résoudre des tâches complexes ou à montrer de l'expression d'une anxiété. Parce que l'écrevisse, ça te fait penser au homard. Et Oui, il y a eu beaucoup de travaux sur le fait de savoir si le homard, quand on ébouillante, pour oui, consommer, ressent la douleur ou pas, donc c'est assez clair que oui. c'est ça, c'est clair. Alors, il y a quelques questions. Eyenga35, est-ce que cet épisode sera disponible en replay? Alors, il sera disponible 15 jours directement sur Twitch, mais on va le récupérer pour le verser sur la chaîne YouTube de Science et Avenir. Et ça sera visible sur la chaîne enfin, sur le site web de Science et Avenir. J'allais dire ad vitam aeternam, peut-être pas. Enfin, en tout cas, vous pourrez le revoir, oui, vous pourrez le revoir. Alors, Naël Enchantresse pose une question une question qu'on abordait juste avant sur les thérapies. Quel type de thérapies sont ordinairement proposées aux patients? Alors, on redit à Anna Beyerler que vous êtes biologiste, neuroscientifique, vous n'êtes pas docteur en médecine, mais enfin, vous avez des échanges, des dialogues avec les médecins, donc sans doute pouvez-vous Oui, oui, je peux donner des éléments de réponse. Donc, voilà. la majorité des cas, c'est une combinaison de psychothérapie, donc de séances de psychothérapie avec une pharmacothérapie, donc des médicaments qui vont agir sur différents systèmes du cerveau. Donc, pendant très longtemps, en fait, pour traiter l'anxiété, on utilisait des benzodiazépines. En fait, c'est des molécules qui agissent sur le système
inhibiteur. Donc, ça va moduler en fait l'équilibre d'activation de différentes régions du cerveau et donc ça va diminuer l'anxiété. Et Mais donc, c'est les antidépresseurs, les benzodiazépines, alors non? non, en fait. Et Non? donc depuis, à peu près une vingtaine d'années, on s'est rendu compte qu'en fait les antidépresseurs avaient aussi des capacités, anxiolytiques, alors utilisées à d'autres doses et aussi avec cette période, de au minimum 2 semaines, de prise de médicaments sans effet avant d'avoir un effet thérapeutique. Donc voilà, il y a une différence de la dose qui doit être, utilisée, mais et ces médicaments-là agissent sur le système sérotoninergique alors que les benzodiazépines agissent vraiment sur le système, le contrôle inhibiteur. Donc en fait, les benzodiazépines vont, augmenter le contrôle, inhibiteur. On ne sait pas vraiment quelle est la région du cerveau ou quels sont les circuits du cerveau responsables, de cet effet thérapeutique. Mais voilà, au niveau moléculaire, on sait que ça va augmenter l'inhibition et maintenant le traitement de première intention, c'est vraiment ces, antidépresseurs qui ciblent le système sérotoninergique et qui vont en fait augmenter le tonus, ou le niveau de sérotonine général et de la même façon, il n'est pas très clair sur, quelles sont les structures ou les circuits qui sous-tendent, les effets, thérapeutiques. Alors, ce manque de clarté, c'est ce sur quoi vous travaillez pour essayer Exactement. de l'éclairer, littéralement. On va en parler. Vous avez cité la sérotonine. On prend quand même peut-être les autres questions de nos auditeurs pour Greg 2000 dit, alors on revient un peu sur un aspect qu'on a abordé, à la différence de la peur ou de la douleur, j'ai du mal à voir un rôle évolutif à l'anxiété. Alors en fait, je dirais ce que l'anxiété a de plus par rapport à la peur, à la douleur, c'est cette capacité d'anticipation. C'est-à-dire que même si le danger est pas encore là, on peut le prévenir en quelque sorte. Donc, de façon évolutive, ça a clairement, favorisé, les individus, donc humains ou d'une autre espèce comme on le mentionnait plus tôt, à éviter les dangers, donc augmenter leur survie et augmenter leur reproduction et cetera. C'est-à-dire que si on a repéré, je dis n'importe quoi, c'est un peu BD, mais enfin, si on a repéré un lac avec, dans un coin où on sait qu'il y a des crocodiles, Mmh. quand on se baigne dedans et qu'il y a le crocodile, on a peur, on s'en va. Mais quand l'expérience vous a appris que c'était un lieu qui était fréquenté par les crocodiles, l'anxiété va vous conduire à ne pas le fréquenter. Exactement, donc tout à fait, voilà. C'est typiquement l'exemple, un des exemples que j'utilise, c'est que, une souris va avoir peur, d'un chat quand il est là, mais si elle va voir des traces de chat, donc des empreintes ou des poils, ou une odeur simplement, elle va éviter ces endroits-là et donc voilà, c'est vraiment l'anxiété qui va, entraîner cet évitement. Voilà, bah ça c'est une réponse très, très concrète à la question de Grey 2000. François B. Dodo, alors c'est toujours des pseudos un peu compliqués à dire, les pseudos de Twitch, mais François nous dit bonjour, quels sont les signes objectifs physiques ou physiologiques de l'anxiété? Vous l'avez dit un peu, Anna Begerler, tout à l'heure aussi, difficulté à dormir. Alors ça, c'est plutôt des symptômes, au niveau, alors physiologique, il y a aussi des réponses donc, au moment, donc il y a la maladie anxieuse donc sur ce temps long où il y a des symptômes, et donc des symptômes, chroniques comme, les problèmes de sommeil ou de concentration et l'inquiétude constante. Mais après, il y a aussi, au moment où, on anticipe le danger, donc au moment où on va voir la trace d'un potentiel prédateur, donc pour nous, ça serait plutôt, des traces d'un ours. Là, on va avoir une augmentation de notre fréquence cardiaque, une augmentation de notre respiration, de la transpiration, voilà, tous les signes un peu qui vont, augmenter notre niveau d'alerte. Donc ça, c'est des signes très clairs, mais voilà, de nouveau, ça, c'est pas pathologique, hein. Ça, c'est vraiment, normal. C'est-à-dire que voilà et puis on a aussi des augmentations de niveau d'hormones, donc on peut pas détecter, nous-mêmes. Mais comme le cortisol qui est une hormone, qui est classiquement appelée l'hormone du stress et donc quand on a une augmentation de notre niveau d'anxiété pour une situation X ou Y, on va avoir une augmentation de ce niveau d'hormone. Alors là, vous parlez de l'hormone du stress. Tout à l'heure, vous avez cité la sérotonine. La sérotonine dans la presse, même dans Sciences et Avenir, on peut dire qu'elle est surnommée l'hormone du bonheur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette sérotonine et peut-être débunker certaines des idées reçues qui traînent à son propos?
Oui, alors effectivement, il y a un peu ce raccourci et en général, quand il y a des raccourcis, comme, la dopamine, c'est l'hormone de la récompense ou du plaisir, il y a toujours, une sursimplification qui ne reflète pas la complexité de ces systèmes. C'est-à-dire que donc le système sérotoninergique, si on le simplifie un petit peu quand même, donc il y a un noyau de neurones qui produisent, ce neurotransmetteur ou ce neuromodulateur, et qui va être, La sérotonine, donc. voilà, la sérotonine et qui va être libérée, dans différentes, régions du cerveau. Et donc pendant très longtemps, on a pensé que, voilà, c'était un noyau unifié où, il les neurones étaient activés tous en même temps et donc il y avait de la sérotonine libérée un petit peu, dans toutes les cibles de projection de façon simultanée. Et en fait, plus on a les outils, qui nous permettent d'étudier de façon sélective, les neurones qui vont projeter dans une région ou dans une autre. Et nous, en particulier, on étudie, le cortex insulaire, qui est une région, corticale, donc vraiment vers à l'extérieur du cerveau. Cortical, c'est la périphérie extérieure, Voilà, quoi, hein. cortex, ça veut dire, C'est- écorce, en Quand, fait. quand je prends Voilà, mon petit c'est cerveau, le c'est ce c'est qui est l'écorce. c'est ça le Voilà, cortex, hein. exactement. Alors le cortex insulaire, il est un peu particulier parce que lui, il est en 2e couche un petit peu à l'intérieur. C'est pour ça qu'il s'appelle, insulaire comme une île, une insula, voilà, donc il est pas tout à fait à l'extérieur. Mais ce qu'on a identifié, c'est donc ça, c'est des études d'imagerie chez les humains et en particulier chez des patients, souffrant de troubles anxieux, que cette région, elle est suractivée. Donc, on a vu chez l'humain il se passe quelque chose. On sait que cette région est dérégulée chez les patients. On ne sait pas si ça joue un rôle causal, on ne sait pas quoi. Et par des études, en particulier chez les mammifères, donc chez les rongeurs, on sait que la sérotonine, donc le noyau de neurones qui produisent la sérotonine, envoie de la sérotonine dans cette région-là. Donc le projet Impulscience dont on parlait au début de cet entretien, a pour objectif vraiment d'étudier cette projection, du noyau de neurones sérotonine vers l'insula et de voir si l'activité de cette connexion est différente en fonction du niveau d'anxiété des individus. Le noyau de production de la sérotonine, il est plus en profondeur dans le cerveau? Oui, absolument, il est au niveau du tronc cérébral, c'est le noyau du raphet dorsal, précisément. D'accord. Enfin, il y a plusieurs, noyaux sérotoninergiques, qui sont tous proches les uns des autres. Donc les noyaux du raphet, en fait. Alors, peut-être que Valentin peut nous montrer l'article qu'on a publié sur le site de Sciences et Avenir il y a peut-être une semaine ou 15 jours, puisqu'on parle d'imagerie cérébrale. Alors, c'est pas enfin, peut-être, je crois pas que ce soit un outil avec lequel vous travaillez, Adnan Beyeler, ou peut-être vous allez travailler, mais c'est Isult, cet outil du CEA, c'est l'IRM le De plus l'article, puissant qui ait jamais été mis au point. Et alors, ça montre, par exemple, on voit la photo de ce que donne. Alors, on vous invite à aller voir un peu sur le site web de Sciences et Avenir, mais ça donne un petit peu quand même un ordre d'idée de la façon dont on peut aujourd'hui imager le cerveau en l'occurrence, mais d'autres organes également. Donc là, on pourrait presque indiquer où se trouve le lieu de production de la sérotonine. oui, bah, c'est, j'ai pas de pointeur, mais je pourrais vous le montrer effectivement et on peut avec des études d'imagerie, chez l'humain, visualiser ces noyaux, mais comme je vous disais, en fait, c'est plus complexe que juste, l'hormone du bonheur et c'est activé à un moment et tous les neurones, sont activés en même temps et donc ce qui nous amène à faire, des expériences chez les animaux où on peut vraiment disséquer les différentes sous-populations et enregistrer leur activité et en particulier, changer leur activité pour voir si ça a un rôle causal, sur le comportement et typiquement, en fait, toutes les études qui sont faites, ou la majorité des études chez les humains sont des études corrélatives. C'est-à-dire qu'on va observer que cette région est plus active chez un patient anxieux, mais ça ne nous dit pas si, cette région, en fait, est responsable du niveau d'anxiété. Et Alors, on va essayer de développer un peu cet aspect scientifique et la façon dont vous procédez, mais peut-être pour rester un peu sur des définitions, il y a une forme d'anxiété dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est l'éco-anxiété, pour des raisons, qu'on sait. Quel type de réflexion ça vous amène quand on parle d'éco-anxiété?
C'est une invention de journaliste, l'éco-anxiété? Non, pas du tout. En fait, je pense que vraiment, ça rejoint ce que je disais au début. C'est une réponse, saine et naturelle à un danger, qu'on anticipe en fait et plutôt à moyen court terme là et donc voilà, il y a de plus en plus de données qui nous montrent qu'il va y avoir des dérèglements et que ça va avoir un impact sur notre vie et donc il y a des gens qui prennent conscience de ça et c'est assez, sain en fait que ça génère une anxiété qui, on espère, va se transformer à l'échelle de la population en une réponse, comportementale pour, éviter le danger. Ce qui nous a permis de survivre jusqu'à présent. Donc là, on espère qu'à l'échelle de la société, ça va aussi, induire, ces changements de comportement qui sont, nécessaires, aujourd'hui. Donc finalement, avec l'éco-anxiété, on a l'exemple concret, d'un cas, d'une occurrence de l'anxiété qui peut avoir un rôle évolutif parce elle peut pousser, la collectivité dans une bonne direction. Absolument, oui, oui. Alors, maintenant si on essayait de décrire un petit peu les dispositifs de recherche sur lesquels, vous travaillez, vous avez parlé, d'essayer de retracer le cheminement, neuronal, des différents, flux qui se traduisent par de l'anxiété. Ça, c'est quelque chose qui est mal connu à l'heure actuelle. Enfin, on ne sait pas parfaitement retracer, les signaux, physiologiques qui font qu'il y a une crise d'anxiété. Ah oui, non, pas du tout, en fait. On ne sait pas au niveau du cerveau, qu'est-ce qui génère, donc il y a différents types, d'anxiété, mais par exemple, les attaques de panique sont des c'est un type de maladie anxieuse qui sont très, définis et on ne sait toujours pas qu'est-ce qui les déclenche et pourtant c'est des phénomènes très, heu, définis dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a les patients sentent, la panique arriver et c'est complètement incontrôlable et ils ont vraiment un sentiment systématiquement que leur vie est en danger, qu'ils vont mourir et c'est extrêmement handicapant et beaucoup des patients ne peuvent plus travailler, ont une vie sociale, très perturbée, sont vraiment affectés par cette maladie et donc on ne sait pas à l'intérieur du cerveau ce qui se passe et ce qui, génère ça. Alors, vous nous avez, envoyé une vidéo, peut-être que Valentin va pouvoir, nous la montrer, qui représente une plongée à l'intérieur d'un cerveau. Oui. Bon, je peux vous le décrire pendant que si on arrive à diffuser Alors la vidéo. Shura70 nous dit: «Bonjour, les signes de l'anxiété ressemblent aux signes vécus lors d'une rencontre amoureuse, il me semble». On peut discuter de ça après la vidéo ou vous voulez qu'on commence par ça? Bon alors commençons par la vidéo et puis on fera une petite repasse sur la question de Shura70. Donc Alors qu'est-ce qu'on y voit sur cette vidéo? alors là, on y voit des neurones, donc des cellules nerveuses, qui sont formées d'un corps cellulaire là, qu'on voit au début avec des arborisations pour recevoir l'information et ensuite ils ont un axone, donc un prolongement qui va, Ah, un transmettre, bug. l'information vers des régions cibles. Ah, ça ne marche pas. Bon. On va espérer que ça revienne. Alors cette image, c'est un instantané quoi, hein? C'est Oui, donc c'est à un instant, précis et donc ces images sont faites avec des types de microscopes, très particuliers, et donc le projet Impulscience a un budget alloué pour que je puisse acheter, ce type de microscope et faire, ces images, dans le laboratoire sur un grand nombre, d'individus, donc ça c'est des cerveaux de souris et donc ça va nous permettre, de quantifier en fait, en fonction du niveau d'anxiété, des souris qu'on va imager, s'il y a un lien entre, ces projections donc dont je parlais précisément entre, donc des noyaux de la sérotonine qui vont vers l'insula. Est-ce qu'ils sont différents en fonction du niveau d'anxiété? Et après avec l'idée de s'il y a effectivement une différence, est-ce qu'on peut restaurer ou diminuer un niveau d'anxiété chez, une souris qui est très anxieuse, par exemple. alors je crois pas qu'on Ouais, non, ça doit a l'air, récupérer trop lourd. la vidéo. Ces outils, qui vont donc pouvoir être financés avec le prix Impulscience, c'est quoi? C'est de la microscopie électronique? C'est Alors là, c'est de la microscopie à feuillets de lumière, ça s'appelle. Donc, c'est l'électronique, c'est encore beaucoup plus fin. Là, l'électronique, on est au niveau du nanomètre. Ici, on est plus au niveau du micromètre. Vous voyez? Donc, d'accord, là, chaque petit neurone, c'est environ 20 micromètres. Donc d'accord. 1 micromètre, c'est un millionième de mètre, donc c'est un millième de millimètre. Donc si vous prenez un millimètre, vous le coupez en 1000 et c'est 20 de ces petits morceaux. Oui, c'est extraordinaire, hein. Voilà, c'est vraiment très petit.
Alors, la question de Shura, là, sur les signes vécus lors d'une rencontre amoureuse, oui, c'est un peu extrême, peut-être. Enfin, ça dépend, c'est vraiment le coup de foudre Alors, qui est moi, je vécu. dirais qu'en fait, c'est une réflexion assez intéressante et quand on tombe amoureux, en fait, on a une anxiété très forte, de rejet potentiel. Si on voilà et donc il y a aussi ce côté d'excitation et heu, alors je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a pas que de l'anxiété, mais je pense qu'il y a aussi une composante, anxieuse, d'anticipation bah, on ne sait pas en fait ce qui va se passer et ça peut être bien, mais des fois c'est moins bien et donc c'est une prise de risque. En fait, il y a un danger, potentiel qui est le rejet, par l'autre. Donc ça peut aussi, induire ça et puis il y a d'autres, aussi d'autres raisons qui peuvent induire ces modifications physiologiques, hein. Il n'y a pas que l'anxiété, qui fait augmenter le rythme cardiaque. La peur, par exemple et quasiment toutes les émotions, vont avoir un impact, sur notre niveau, d'attention et d'éveil et voilà donc c'est pas que l'anxiété, mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait une composante, anxieuse, Ça s'étudie scientifiquement, ça? Les effets d'une rencontre amoureuse? Alors oui, il y a des gens Parce que qui c'est étudient difficile ça, à mais c'est recréer. Enfin, je veux dire, on ne peut pas recréer. bah, c'est très compliqué de trouver des gens qui seraient d'accord pour être suivis scientifiquement dans cette période un petit peu, extraordinaire et intime. Donc d'être, d'accord pour partager, ça, c'est bon, je pense que c'est faisable, donc j'ai jamais fait en fait, j'ai pas travaillé directement avec des humains sains ou malades, donc j'ai collaboré avec ou je collabore avec des psychiatres et psychologues qui travaillent avec des patients anxieux, mais ça, c'est encore un autre domaine. Non, c'est un bon scénario de film, ça. Shura 70 avec un Oui. scientifique qui s'auto-expérimente pendant un coup de foudre. Vous avez, alors, comme ça a été évoqué précédemment, le direct il pourra être revu sur le site web de Sciences et Avenir, puisque la vidéo sera sur notre chaîne YouTube. Et je dis ça parce qu'il y a un point qui a été évoqué au tout début de notre conversation, c'est quand vous donniez les chiffres des populations qui connaissent des épisodes d'anxiété. Et Naël l'Enchanteresse pose la question de la répartition dans les différentes populations du globe. Y a-t-il des populations mondiales plus sensibles à l'anxiété que d'autres? Ce type de recherche existe-t-elle? Alors oui, il y a ce type de recherche, mais comme je le disais au début, il y a des biais culturels importants. Sur le fait de déclarer, quand on a une souffrance, due à une anxiété. Donc c'est très difficile, voilà, il y a certains pays où, il y a quasiment, pas d'anxiété, alors que Comme c'est quoi, très par exemple, il probable. faut aller habiter où là? Parce que... Non, bah, là, par exemple, je pensais à l'Iran, voilà, donc je ne suis pas sûre que ça reflète, Non, vraiment ouais. un niveau d'anxiété très faible. Ouais, parce Mais qu'il y a des sociétés qui sont anxiogènes, quoi, plus que d'autres. aussi, oui, aussi des sociétés qui ont connu la guerre, donc évidemment ça ces facteurs environnementaux ont des impacts. Il y a des études qui essaient d'étudier, vraiment, avant, après, des conflits ou des événements traumatiques, par exemple, avant ou après le 11 septembre ou récemment, il y a eu l'explosion à Beyrouth et donc je sais qu'il y a des Ah études oui, en cours sur, l'impact, que ça a eu, sur différentes populations, des adolescents, des adultes, oui, l'explosion au port de Beyrouth voilà, il c'est y a ça, 2 ou 3 étés maintenant, peut-être 2 ans. exactement. Voilà, donc après c'est très difficile parce que c'est des événements, spécifiques qui sont apparus une seule fois. Donc c'est difficile avec, un événement d'extraire des phénomènes, voilà, reproductibles. Puis après il y a le covid aussi qui a quand même été Ah oui, un facteur, une cocotte important, minute à voilà et traiter, donc ouais. en particulier sur les populations, jeunes, donc les étudiants, on sait Mmh. que ça a, vraiment impacté et augmenté, la prévalence de différents troubles psychiatriques dont l'anxiété et la dépression. Donc Mmh. il y a un chercheur à Bordeaux qui étudie ça, un épidémiologiste, qui a mis au point, une plateforme en fait pour, répertorier en fait ces troubles, il avait commencé en fait à cartographier en fait le niveau
d'anxiété et de dépression chez les étudiants avant le Covid, et donc il a pu faire cette comparaison avant-après. C'est aussi très difficile parce qu'il faut monitorer des populations sans savoir qu'un événement traumatique va potentiellement arriver. Donc, Et là, votre collègue, par exemple, il invite les gens à témoigner, c'est ça? Il y a une plateforme pour qu'on voilà, en puisse fait, il y a écrire ce qu'on ressent, etc. oui, en fait, et puis, il y a un suivi d'un échantillon avec, des psychologues, voilà, mais, il y a des questionnaires à remplir et en fait, on peut, regarder l'évolution des réponses, au cours des années. Alors, une question de François sur les troubles de l'anxiété peuvent-ils être héréditaires? Est-ce que c'est une question qui est liée à ce qu'on appelle l'épigénétique? Non? Alors oui, alors l'épigénétique, c'est tout ce qui n'est pas, génétique, donc c'est tout ce qui est, l'impact de l'environnement, Voilà, c'est ça. sur nous. Donc évidemment, les facteurs environnementaux sont critiques. Donc je mentionnais, voilà, d'avoir une activité physique, d'avoir une alimentation saine. Donc ça, c'est des facteurs de risque très importants. Donc si on a un régime riche en gras et en sucre, c'est un facteur, vraiment très de risque important, pour développer un trouble anxieux. Et donc l'obésité, par exemple, les patients, obèses ont, 25 de chances de plus qu'un patient, avec un un métabolisme plus sain d'avoir un trouble anxieux. Par Mais contre, sur d'autres, chez pardon, l'humain, non, mais juste pour finir, chez l'humain, on peut pas savoir en fait si c'est parce que les patients sont anxieux qu'ils ont développé l'obésité ou inversement. ouais. Et donc il y a des études qui ont été faites, chez la souris et qui ont montré que juste si on donne un régime riche en gras et en sucre, aux souris, on change rien d'autre, elles vont avoir un niveau d'anxiété plus important. Donc il y a vraiment un lien de causalité entre, cette alimentation riche en gras et en sucre et le niveau d'anxiété. On a fait un, ouais, pardon, juste puisqu'on a Oui, fait un papier il n'y a pas longtemps sur le site web de Sciences et Avenir qui parlait pas d'anxiété, mais qui parlait de, de survenue de cancer et qui parlait d'enfants nés de femmes qui avaient vécu un état de famine. Je crois que c'était mmh, en Angleterre, ça devait être au début du XXe siècle, et donc qui avait elle-même vécu dans un état de stress particulier. Et les enfants étaient plus sujets à développer certaines maladies que ceux qui étaient nés de femmes qui avaient vécu dans des conditions normales, entre guillemets. Ça m'évoque, c'est un exemple auquel je pense en lisant la question de notre internaute qui dit est-ce que des parents anxieux donnent des enfants anxieux, quoi. alors c'est pas si simple que ça. On sait que, il y a des facteurs de risque, donc comme je mentionnais, donc les facteurs environnementaux, et il y a des facteurs génétiques aussi. On sait que certains polymorphismes, certaines mutations, vont être un facteur de risque. Donc les gens qui ont ces mutations, vont pas forcément être anxieux, mais ils ont plus de risques d'avoir, un trouble anxieux. Vous Et parlez par de exemple mutations sur les gènes oui, donc là, qui c'est composent vraiment l'ADN. génétique, pas épigénétique. Donc l'épigénétique, ça serait plus, voilà, le régime, le mode de vie, l'environnement, et donc il y a aussi des différences génétiques qui sont des facteurs de risque. Et par exemple, un des polymorphismes, qui est un facteur de risque, c'est des mutations dans le, transporteur à la sérotonine. Donc et donc ça a été aussi très étudié chez la souris, et donc si on enlève ce transporteur chez la souris, les souris sont plus anxieuses. Donc Ah oui, il ça, y a ça des il y a des encore. déterminants génétiques aussi, mais c'est pas des déterminants systématiques. C'est-à-dire que c'est voilà, c'est des facteurs de risque. Alors, là, vous avez cité à nouveau les souris, qui est le modèle sur lequel vous travaillez. Comment vous évaluez l'état d'anxiété d'une souris? Je crois que vous avez aussi envoyé un document Oui, qui alors permet de... on a, tout un panel de tests comportementaux pour évaluer le niveau d'anxiété d'une souris parce que, bah, elle nous parle pas, donc on peut pas leur faire des tests, comme chez les humains. Et donc on a des tests, peut-être que si Valentin peut partager l'image, voilà. Donc ça, c'est un labyrinthe qu'on utilise, régulièrement, et qui est composé donc qui est surélevé, qui est en croix, et qui est composé de 2 bras, sans parois, et de 2 bras avec des parois. Et donc la souris peut aller soit dans les espaces protégés avec les parois,
soit dans les espaces exposés, donc qui sont plus anxiogènes, plus potentiellement dangereux. En raison du vide, quoi. Voilà, du vide et puis de l'exposition aussi, c'est-à-dire qu'elles sont plus vulnérables à un potentiel prédateur. Ouais, d'accord. Et donc, plus une souris va rester dans les bras fermés, protégés, plus ça veut dire qu'elle est anxieuse. Et ces tests ont été validés avec les traitements pharmacologiques qui sont donnés aux humains, donc les médicaments comme du Valium, du Prozac ou du Xanax qui sont utilisés en clinique. Et voilà, donc si on utilise ces médicaments sur les souris, ça va augmenter leur propension à aller explorer des espaces exposés. Donc voilà, donc ça, c'en est un. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, les souris sont des animaux nocturnes, donc elles vont éviter les endroits où il y a beaucoup de lumière, puisque pareil, elles vont être exposées potentiellement à des prédateurs. Donc on a un test où on a un côté où il y a de la lumière et de l'autre où elles sont vraiment dans un endroit sombre, et on va regarder combien de temps elles passent de chaque côté. On a des tests aussi où on attend qu'elles aient vraiment faim. Donc en fait, on les prive de nourriture pendant quelques heures, et puis après on les positionne dans un nouvel environnement et on met de la nourriture au centre de cet environnement. Donc pareil, il faut qu'elles s'exposent pour aller chercher la nourriture, et on va mesurer le temps qu'elles prennent pour aller consommer cette nourriture. Donc plus elle est anxieuse, plus elle va mettre du temps pour aller chercher cette nourriture. Alors, l'objectif de vos recherches à l'heure actuelle, avec ces modèles-là, avec l'impulsion justement qui est donnée par le prix, c'est de mieux définir le cheminement neuronal qui déclenche le phénomène de l'anxiété, c'est de faire cette cartographie, quoi. Oui, alors l'idée, on peut pas le faire à l'échelle du cerveau entier, parce que ou alors il faudrait beaucoup plus de ressources. Mais c'est parce que voilà, il y a des milliers de circuits qui fonctionnent en parallèle. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les circuits de la sérotonine, donc de ce noyau qui produit la sérotonine, et de ces projections donc vers le cortex insulaire et d'autres régions qui sont aussi impliquées dans l'anxiété, comme l'amygdale ou le cortex préfrontal, et d'essayer de voir si ces projections sont renforcées chez des individus plus anxieux ou pas. Et donc, si c'est le cas, essayer de diminuer leur activité pour diminuer le niveau d'anxiété. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre quels sont les circuits impliqués, et par la suite, si on arrive à les identifier, de développer des stratégies thérapeutiques pour moduler leur activité donc chez des patients, pour essayer de les aider avec l'espoir qu'on puisse trouver des manières de changer ces circuits de façon chronique. C'est-à-dire que pour l'instant, les thérapies qu'on donne ont vraiment un effet pendant la prise de médicaments, mais après, c'est très dur d'avoir des effets qui perdurent. Il n'y a pas des scénarios aussi de thérapie comportementale? Alors oui, ça fait partie, quand je disais, psychothérapie, c'est une grande famille, mais il y a la TCC, les thérapies comportementales et cognitives, qui ont aussi montré des efficacités, et donc qui sont basées sur la mise en situation et la réalisation de certains comportements qui peuvent générer de l'anxiété. Donc la réalisation de ces comportements de façon répétée peut induire des changements au niveau du cerveau, donc induire une plasticité cérébrale qui peut induire en tout cas une diminution des symptômes. Il y a aussi l'usage de la VR, non? La réalité virtuelle? Alors ça, c'est encore à l'échelle expérimentale, hein. Il n'y a pas vraiment que je sache, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas que ce soit vraiment utilisé encore de façon routinière. En fait, ça demande des ressources quand même assez importantes. Alors, c'est dans le cas des phobies. Dans le cas des phobies, Oui. il y a des usages, par exemple, des gens qui ont peur des araignées. Oui, Il y a- c'est plus facile que de trouver des vraies ouais. araignées, de faire, oui, c'est effectivement. Donc, la finalité, c'est quand même de pouvoir produire un médicament, quoi. Alors pas forcément un médicament, parce que par exemple la thérapie comportementale et cognitive, c'est pas un médicament et c'est une manière de traiter, donc on pourrait envisager
d'autres manières de soigner. Et une qui m'intéresse particulièrement, c'est le biofeedback et spécifiquement le neurofeedback. Donc, Qu'est-ce c'est-à-dire que si on c'est? arrive, alors le biofeedback de façon générale, c'est de monitorer des constantes physiologiques qui peuvent être de l'activité neuronale, mais ça peut être la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, et d'avoir un retour conscient de ces constantes. Et donc, si on voit par exemple que notre fréquence cardiaque commence à augmenter de façon importante, de mettre en place des stratégies pour essayer de diminuer ça et éviter une crise d'angoisse, par exemple. Et Ok. si on arrive à identifier des biomarqueurs au niveau de l'activité cérébrale, donc ça pourrait peut-être être encore plus fin, et d'arriver à moduler ces pics d'activité qui induiraient les comportements pathologiques. Mais là, vous décrivez un scénario donc un peu futuriste, mais avec quelqu'un qui Non, ça c'est un pourrait... appareil, bah, là aujourd'hui, enfin, par exemple, la fréquence cardiaque, c'est juste un bracelet, Ouais, et donc qui se mettrait à vibrer quand la fréquence dépasse un seuil, par exemple. d'accord. Il Et faudrait donc, les activer quand on va faire du sport. ouais, Mais ouais. c'est un exemple, vous voyez? Mais on pourrait imaginer, Mais voilà, le avoir sujet serait un éduqué, quoi, pour pouvoir réagir à bon ouais. escient. Alors on peut imaginer quelque chose de chronique, donc c'est-à-dire quelque chose qu'on porte en permanence, mais aussi des séances, et ça commence à se faire de plus en plus, le neurofeedback, ça s'appelle. Donc il y a des patients qui sont dans des IRM ou qui font des EEG, et quand on voit un certain, type d'activité cérébrale, donc les patients vont essayer de diminuer ce type d'activité cérébrale, et de façon surprenante, on ne connaît pas du tout les mécanismes, mais les patients arrivent à faire, diminuer l'activité de certaines oscillations ou de certaines régions, cérébrales. Et donc de faire ça de façon répétée pourrait, aider à traiter certaines maladies. Donc ça, c'est pas que pour l'anxiété, hein, ces approches, existent pour d'autres maladies psychiatriques comme la dépression. Alors, vous savez, ça me fait penser à tout ce qu'on voit avec les implants cérébraux. Oui, Il y alors, a le sujet Neuralink qui est beaucoup médiatisé puisque c'est la société d'Elon Musk, mais des projets comme ceux de Clinatech, du CEA à Grenoble, qui voient des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, équipées de capteurs cérébraux qui permettent d'agir sur les ondes cérébrales et d'éliminer les crises, etc. Cette approche d'une technologie embarquée de la façon la plus intime qui soit, hein, puisque on ah parle oui? d'implants dans la tête, qu'est-ce que vous en pensez? Alors effectivement, c'est une stratégie donc qui a été, développée, pour la maladie de Parkinson, et qui a vraiment des effets, impressionnants. C'est-à-dire que quand on active la stimulation intracérébrale, les patients, arrivent à marcher alors qu'ils n'y arrivaient pas avant, Vous pouvez décrire un petit peu de quoi il s'agit en fait? alors il s'agit d'une chirurgie, stéréotaxique, donc invasive. Donc c'est vraiment, on implante des électrodes. Donc vous imaginez, vous avez 2 petits tubes, de métal comme ça qui sont implantés, dans le cerveau, donc dans une région du cerveau impliqué. Donc c'est le noyau sous-thalamique pour la maladie de Parkinson. Et donc on implante ces électrodes et on va stimuler électriquement ces noyaux, et pendant la stimulation, les patients vont être libérés de symptômes qui sont extrêmement handicapants. Et donc sur la base de ces découvertes, pour la maladie de Parkinson, certaines personnes ont exploré en fait l'efficacité de ces stimulations pour des maladies psychiatriques, donc l'addiction ou la dépression ou l'anxiété. Alors je vous Heu, interromps une seconde parce que sur Parkinson, c'est vrai que moi j'ai vu des images très, très étonnantes où on voit une personne, en l'occurrence c'était une dame qui avait la maladie de Parkinson, donc qui se traduit par des tremblements mmh de la main. Et cette personne, elle prenait un verre d'eau, la main tremble tellement qu'il y a des faut pas projections boire, hein. d'eau, etc. Ouais. Et puis le capteur est mis en action, Alors c'est pas un capteur, c'est un stimulateur. le simulateur est mis en Ouais, action, je veux dire, quelque part, quelqu'un appuie sur on, ouais. et la main de cette personne se fige Ouais, complètement. ouais, ouais, ouais. Non, c'est très, très impressionnant. Et et ce qui est un peu,
étonnant aussi, c'est qu'on ne sait toujours pas exactement, pourquoi il y a ces effets, thérapeutiques. On ne sait pas vraiment ce qui les induit. On sait que ça marche, vraiment dans certains endroits précis du cerveau, mais on ne sait pas quel est l'impact de ces stimulations, sur le cerveau. Ah, moi, je pensais qu'en fait, ça consistait à annuler des signaux électriques produits naturellement par le cerveau et qui étaient des signaux parasites, puisqu'ils se traduisaient par la production de ces mouvements mécaniques erratiques. C'est une des hypothèses effectivement, mais il y a d'autres hypothèses qui suggèrent que ça pourrait être, l'activation de d'autres régions, voilà, donc c'est soit l'un, soit l'autre et probablement une combinaison des 2. D'accord. Mais Alors, on est je vous ai interrompu en parlant de Parkinson parce que vous c'est pas disiez que grave. cette technique, elle. Bah, en fait, on connaît des régions cérébrales, donc qui sont plus impliquées dans le ressenti des émotions et dans certaines maladies psychiatriques. Donc, il y a des stimulations du noyau accumbens, par exemple, qui ont été réalisées ou, pour l'addiction, du cortex insulaire, donc qui est la région sur laquelle, on se focalise aussi. Mais en fait, les effets sont pas vraiment concluants. Peut-être aussi parce que les maladies psychiatriques sont plus diverses et donc il y a différentes catégories. Par exemple, l'anxiété, il y a 9 types, de maladies anxieuses. Donc c'est difficile de se dire qu'un type de stimulation va fonctionner. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on identifie ces biomarqueurs, et ces altérations de circuits si on veut utiliser ces approches de façon efficace. Toujours est-il, c'est des méthodes extrêmement invasives et qu'il faut réserver à des cas où, vraiment aucune autre thérapie n'a fonctionné, ni, pharmacologique, ni, comportementale, ni psychologique, quoi. Donc il faut vraiment, il y a quand même toujours un risque, c'est une chirurgie et c'est quand même pas anodin comme intervention. Alors, s'agissant de Neuralink, le premier patient humain a été équipé il y a de ça un mois ou deux. Mmh. C'est un garçon euh, qui n'a plus l'usage de ses membres, enfin, donc il est tétraplégique. Et grâce à cet implant, alors ça n'agit pas apparemment sur ses sentiments, mais ça lui permet de taper sur un écran d'un clavier d'ordinateur, par exemple, puisqu'il n'a plus l'usage de ses mains, il ne pouvait plus communiquer, il ne pouvait plus écrire, quoi. Hein. Et là, ils réussissent à décrypter la pensée des lettres. Oui, alors, ça effectivement, ça avait déjà été montré qu'on pouvait identifier, voilà la représentation de l'être ou du langage, chez des humains et je pense que la grande différence là, c'est que c'est des comportements moteurs. Donc on a une meilleure compréhension de la sensation, la perception, sensorielle et de la motricité, au niveau, du système nerveux central que, des émotions. Donc ce qui explique peut-être aussi pourquoi ce domaine est un peu plus avancé et Parkinson, c'est également, des altérations motrices. Alors, Valentin, je crois qu'il y avait des questions qu'on n'avait pas eu le temps de prendre tout à l'heure. Je ne sais pas si tu peux. Oui, je crois que tu en pousses une là, mais on n'arrive pas à la lire. Donc, Alors moi, je peux la lire. Quelle ah, est la différence entre l'anxiété, l'angoisse et le stress? ah, Donc là, on revient un petit peu à la conversation du début. L'angoisse, c'est pas vraiment un terme, clinique, voilà, c'est plus un terme qu'on utilise, dans le langage commun et qui serait une anxiété très, très forte. Voilà, mais c'est pas, en fait, c'est un type d'anxiété. Voilà, c'est une angoisse, c'est un peu, un synonyme avec une connotation de force ou d'intensité et le stress, alors comme pour la peur et l'anxiété, c'est une réponse, physiologique, mais c'est vraiment une réponse du corps, à une stimulation. Donc pareil, c'est quelque chose de naturel et de sain. Mais ça peut devenir, pathologique. Donc c'est en permanence, il y a, une pression ou heu, voilà, une violation de l'équilibre en fait, donc ça peut induire un état pathologique et donc on parlait de l'hormone du stress par exemple, le cortisol. Donc si on a,
une stimulation. Donc ça peut être la différence aussi avec l'anxiété et le stress, c'est que le stress, ça peut être vraiment physique. Donc si par exemple on se coupe ou on se blesse, c'est aussi un stress pour le corps. Et donc si on peut réfléchir à une définition du stress, enfin qui a été définie par des nombreux comportementalistes et biologistes, c'est vraiment un déséquilibre. Et donc la réponse au stress va être un retour à l'homéostasie, donc ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc c'est un rééquilibrage. Donc si par exemple on perd du sang, va falloir rééquilibrer le débit sanguin, le flux sanguin. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair cette différence. Si, si, je Donc il y a crois. vraiment une dimension plus physique, physiologique dans le stress. Mais l'anxiété, par exemple, est accompagnée d'une réponse de stress puisque il y a un déséquilibre voilà, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire qu'il y a une situation où on est sans danger potentiel et puis on observe quelque chose qui va potentiellement nous mettre en danger. Donc ça va augmenter l'anxiété, mais aussi l'hormone du stress. Donc l'objectif va être de réduire ce stress pour revenir à un état d'équilibre. Mais voilà, le stress c'est vraiment une réponse à quelque chose qui est présent et c'est pas forcément l'anticipation qui va la déclencher. Donc, Il y a une approche expérimentale qui a été tentée cette dernière décennie. Enfin, c'est pas expérimental. Il y a eu un projet qui s'appelait le Human Brain Project. oui. Ça c'est le projet européen, je crois, hein, le Human Brain Oui, Project. donc il y a eu 1 milliard d'euros investis. Alors, c'était Pour faire quoi alors? C'était quoi 500 l'idée? millions d'euros investis par l'Europe et 500 millions d'euros investis par la Suisse. Et donc, c'est un projet qui a été initié par un chercheur de l'EPFL, Henri Markram, et qui avait pour objectif de développer un modèle computationnel, donc un super ordinateur qui pourrait modéliser le cerveau et sur lequel on pourrait tester des drogues, par exemple, ou différents types de thérapies. Alors c'est super intéressant sur le papier. Alors oui, sur le papier, mais dans les faits, c'est beaucoup plus complexe que ça. Comme je vous le disais, on est toujours à essayer de comprendre. Enfin, nous, dans notre équipe, on étudie seulement certains circuits spécifiques et il y en a des milliers dans le cerveau. Donc là, je pense que même si le budget était très conséquent, l'ambition était trop grande, quoi. On n'a pas les outils ni les ressources pour intégrer, enfin pour générer toutes ces informations, pour les intégrer dans le modèle. Donc, Mais vous en parlez au passé, c'est-à-dire que ce projet ce est projet est terminé, clos, ouais. est Oui, terminé. oui. Mais c'est Alors, une. il y a Allez-y. eu il y a eu, l'avantage de ce projet, c'est que ça a vraiment lancé une dynamique, de recherche sur le cerveau et aux États-Unis, il y a la Brain Initiative qui a été lancée. Pardon. Sous Obama, je crois, non? Oui, c'est ça. Donc c'était aussi un énorme financement. Donc voilà, ça a lancé vraiment toute une dynamique, d'investissement sur les neurosciences. Mais voilà, l'objectif, annoncé n'a pas pu être atteint parce qu'il était pas réalisable. D'accord. Euh, Pardon. Ça va, Oui, oui, c'est ça pas de va. l'anxiété, c'est un Non, chat non. dans la gorge. Bon, ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute, hein, donc on va continuer quelques minutes, mais il y a un sujet extraordinairement médiatique depuis quelques mois et qui a débordé du cadre des journaux comme Science et Avenir, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce Ouais. que vous l'utilisez dans vos travaux ou est-ce que ça peut être utilisé? Ah oui, alors oui, oui, c'est en fait, j'allais embrayer là-dessus Ah, et peut-être que, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, le Human Brain Project aurait, pu ouais. avancer un peu plus, même si je pense que ça on n'y est toujours pas. Hem, mais oui, on l'utilise parce qu'en fait, c'est des approches, qui nous permettent de réduire un petit peu la quantité d'informations parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils. On peut, collecter des données, de différents types, donc des données cérébrales, des constantes physiologiques. Donc on a accès à une quantité de données très importante, mais après il faut en fait intégrer toutes ces données
Et donc c'est très difficile, avec les outils, classiques. On peut faire des corrélations, des comparaisons, mais ces outils nous permettent de réduire les dimensions et d'arriver à intégrer, l'ensemble de ces variables, et on peut identifier des choses, très intéressantes comme des différences entre, des souris qui ont une vie, «normale» entre guillemets et des souris qui ont vécu un stress pendant leur enfance ou, enfin lorsqu'ils étaient petits en souriceaux, et juste en filmant, leur comportement à l'âge adulte et en particulier la façon dont ils interagissent avec d'autres, souris. Donc on les filme et donc après on met ces vidéos dans les algorithmes et l'algorithme est capable de différencier des souris qui ont, eu une vie, «normale» entre guillemets et ceux qui ont été, exposés à de l'adversité, en tant que souriceaux. Et ça, c'est des pistes vers lesquelles vous allez aller là Ah oui, donc ça, c'est des outils que nous, on utilise, au quotidien et aussi pour, par exemple, maintenant, on peut enregistrer des centaines de neurones de façon simultanée et c'est pareil, il faut, arriver à intégrer, l'activité de ces centaines de neurones et on a les variables comportementales en parallèle et donc on utilise ces outils, et on a vraiment des résultats très intéressants. Là, on a une publication qui devrait, sortir dans l'année, à ce sujet. Mais c'est des outils qui sont vraiment devenus abordables, Alors c'est quand même des outils très d'IA comme ça là? C'est quoi? C'est c'est quand même des super ordinateurs, non? Ouais, alors déjà, c'est pas f oui, alors il y a un peu des ordinateurs, c'est des ordinateurs, des gros ordinateurs, mais c'est pas plus que ça. En fait, c'est les compétences, computationnelles, donc en informatique, pour utiliser ces outils et puis, je dirais aussi la compréhension mathématique, des algorithmes, qui sous-tendent ces applications, en fait. Donc, Oui, il faut vraiment avoir des gens compétents et formés qui sont évidemment difficiles à recruter, d'autant plus dans la recherche puisque, voilà, ces gens, peuvent être très bien payés dans le domaine, privé et donc on n'a pas les mêmes, arguments de recrutement, dans la fonction publique. Mais voilà, on a l'intérêt pour la connaissance et la recherche qui nous permet de recruter, certaines personnes. Donc là, dans l'équipe, on a 2 chercheurs, un post-doctorant et un master qui travaille avec ces et un doctorant d'ailleurs aussi, qui travaille avec ces outils. alors on a un coucou de Nyarla Topdeck qui est un auditeur régulier des Twitch et qui nous dit bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. C'est un plaisir partagé de voir des vétérans, si je puis me permettre, revenir regarder. Alors Carmeliette pose une question qu'on a déjà abordée, alors on va l'inviter peut-être à revoir, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, Anna, Sur le stress, parce que c'est une question que vous avez traitée il y a oui, je quelques pense que minutes. oui, je j'ai pas vraiment d'éléments à rajouter à ce point-là, voilà. Alors, Pas il ne de faut pas souci. s'excuser, et ça me donne l'occasion de dire que la totalité de la vidéo pourra être vue dès demain sur le site web de Science et Avenir, scienceetavenir.fr. Bon, mais ça va faire 1h10 qu'on discute. Anna Beyerler, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on aurait On pourrait parler chanté? pendant des heures, hein. On peut faire une Alors, autre session, une autre fois bon, peut-être, hein. alors si vous avez une question là, qui vous brûle les lèvres, hein, ça va être le moment de la poser. En tout cas, je rappelle que vous êtes neuroscientifique, biologiste, chargé de recherche INSERM, chef de l'équipe circuits neuronaux de l'anxiété au Neurocentre Magendie de Bordeaux. Donc là, vous êtes dans votre bureau à Bordeaux. Nous, à Sciences et Avenir, on est à Paris. Vous êtes lauréate, vous avez été lauréate cette année, enfin en 23, du programme Impulscience de la Fondation Bettencourt-Schuller. Hein, on a pu dire à quel point c'est important, hein, c'est primordial d'avoir des financements quand on fait des travaux comme les vôtres qui peuvent avoir des répercussions sociétales considérables, hein, puisqu'on parle rien de moins que de trouver peut-être un jour des solutions au traitement de l'anxiété pathologique, hein, puisque Exactement. l'anxiété de tous les jours, ça existe et c'est normal. Donc écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci pour Euh, l'invitation, c'était un plaisir. Merci à tous les
auditeurs, Oui, aux alors on sait internautes pas, on ou sait les plus. abonnés, Voilà, on sait, les Twitchers, Twitchers. Twitchers. Merci beaucoup, Anna. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau. De même. Et les internautes, je vous dis à bientôt pour un prochain direct sur la chaîne Twitch de Sciences et Avenir. Au revoir, merci. Au revoir, merci beaucoup.